Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Droit à la parole. Aujourd'hui, je vais aller avec vous très au profond de la terre. Nous allons descendre à des milliers de mètres sous la terre pour aller découvrir les secrets que cette terre renferme en ce qui concerne notre pays. N'oubliez pas, le Congo est un très grand pays. Le Congo, c'est non seulement un don de Dieu pour l'humanité, mais le Congo, c'est aussi un devoir pour le Congolais. Ils ont le devoir de le protéger. Nous avons le devoir de l'aimer. Nous avons le devoir de le faire prospérer. Mais pour le faire prospérer, il faut le connaître. Et parmi les choses essentielles qui demandent qu'on puisse avoir la connaissance, il y a la très forte minéralisation qu'il y a dans notre pays. Vous savez, pour ceux qui ont étudié la chimie, on a parlé du tableau de Mendeleev. Et parmi tous ces éléments-là sont dans notre pays. On dit que le Congo est un scandale géologique, mais on ne dit pas à quel point ce scandale est lié à l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, on parle d'un métal, on parle d'un minerai qui devient stratégique, qui devient un minerai dans de grands enjeux. On parle de la transition énergétique. On dit que nous avons tellement mal géré la Terre qu'il faut absolument que nous puissions changer notre comportement. Et pour le faire, il y a une solution. Il faut que l'utilisation de l'énergie fossile diminue en vue de transmuter vers des énergies vertes, des énergies non polluantes. Et parmi celles-ci, il y a la batterie électrique qui devrait remplacer les carburants dans les différents véhicules qui sont des instruments à grande pollution. Et cette batterie est fabriquée sur base d'un certain nombre d'éléments, dont l'un des éléments importants s'appelle le lithium. Voilà, j'ai fait tout ce tour-là pour arriver au lithium qui est dans notre pays et le Congo possède 60% des réserves mondiales. Ça signifie en réalité que l'avenir de l'humanité, s'il doit passer par les batteries électriques, passera par le Congo. Et que savons-nous du lithium? C'est quoi? Si quelqu'un rencontre le lithium sur la route, il peut le reconnaître, il peut lui parler, c'est un être humain, il peut lui donner son nom. Voilà l'essentiel de cette émission d'aujourd'hui. Je suis allé chercher très loin, alors vraiment très loin, l'expert qui est aujourd'hui notre invité. Il vient de très loin pour nous parler de ces métals, pour nous parler de ces minéraux, de son origine, de son importance. Pourquoi nous l'avons appelé? Parce que par le passé, n'oubliez pas que notre pays avait fourni l'uranium qui a fabriqué la bombe atomique qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. Notre pays a fourni autant de minéraux. Il y a 20 ans, on parlait des portables. C'est notre pays qui a fourni les coltans et d'autres métaux. Pour en parler, j'ai donc le plaisir de recevoir M. Célestin Kibea Kabemba. Vous êtes un géologue de formation. Vous avez les secrets de la Terre. Mais aujourd'hui, les responsabilités d'État vous mettent au cœur d'un dispositif minier important. Vous êtes directeur technique de la Cominière. Donc avec vous que nous allons essayer de forer. Nous allons forer pour aller jusqu'à l'endroit où se trouve le secret, où se trouvent les trésors. Alors, d'abord, pourquoi vous avez accepté de faire la géologie? Ça, pourquoi? Merci beaucoup, le journaliste. En fait, la géologie, j'avais cette passion de la recherche dans un premier temps, de la découverte et la science. Avant, j'avais débuté les études de construction. Donc, je suis un ingénieur constructeur raté et je n'étais pas satisfait. Alors, j'avais une aspiration vers la découverte. J'avais beaucoup de questions. Quand il y a tremblement de terre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a? Quel est le phénomène? Alors, c'est ce qui m'a orienté vers cette discipline-là, la géologie. Et bien sûr, ce goût d'aventure. Ça m'a beaucoup animé, aller dans des milieux Reculé. reculés, découvrir des choses.
vraiment ce goût-là. Je me souviens quand j'étais aux humanités, il y avait quelqu'un qui était géologue, qui était pratiquement pour moi un modèle. Il avait une camionnette Land Rover, chaque fois qu'il allait vers les Kamituga et tout. Et au retour, je voyais vraiment épanoui. Épanoui. Alors moi, je me disais que je vais faire ce chemin-là, ce qui m'a orienté vers les études géologiques. Alors, quand on dit que quelqu'un est géologue, ça veut dire quoi exactement? La géologie, c'est une science de la Terre avec deux orientations. Il y a la géologie fondamentale qui est tournée spécifiquement vers la recherche fondamentale et il y a la géologie appliquée. Le domaine d'activité du géologue est assez vaste. Il va des risques environnementaux jusque peut-être à la construction des bâtiments. Tout cela, c'est dans le domaine du géologue et même dans la gestion des projets. Donc le domaine du géologue est assez vaste. Oui, oui. Il est assez vaste. Alors, si, évidemment, on reste toujours un peu dans les généralités de cette science, si on vous demandait en disant la connaissance géologique aujourd'hui sur la Terre, parce que c'est l'étude de la Terre, l'esprit humain, l'être humain, les hommes que nous sommes, avons-nous maîtrisé cette connaissance à combien de pourcentage? Y a-t-il encore de très, très grands mystères que nous ne connaissons pas sur la Terre par rapport à la science géologique? Par rapport à la science géologique, les connaissances sont assez avancées. Jusqu'à ce jour, nous avons quand même ce qu'on appelle le Clark. Le Clark, c'est la teneur moyenne de chaque élément, tableau de Mendeleev, dans les corps terrestres. Le Clark existe et c'est sur base de ça que nous pouvons dire que voilà, à telle teneur au-delà de ce Clark-là, ça peut déjà attirer notre attention. Nous connaissons la composition du globe terrestre. Il y a le manteau, qui est un noyau de nickel-fer, et plutôt le noyau qui est au centre de la Terre. Et nous savons la structure de la Terre, que c'est une structure concentrique. Le noyau, le manteau et l'écorce terrestre. Hein? Comme nous ne sommes pas en mesure d'accéder au manteau qui est avec des éléments en fusion, des roches en fusion, alors ce qui doit nous profiter directement, c'est l'écorce terrestre. Il y a une épaisseur connue, on connaît les phénomènes volcaniques. Donc l'homme a quand même maîtrisé et il est même en train d'aller au-delà de la Terre. Oui, parce que alors nous parlons maintenant de la géologie spatiale. Ok. Alors revenons donc à nos moutons, revenons à la communière, mais surtout aussi au lithium. Pourquoi cet engouement? D'abord, c'est quoi ces minéraux? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il était toujours là, ces minéraux. Il a toujours été dans la Terre. Mais pourquoi, subitement, il devient l'enjeu? Et curieusement, il se trouve en majorité dans notre pays. Alors, quand on fait la recherche géologique, eh bien, on n'invente rien. On trouve les éléments qui ont été mis en place déjà. La géologie étudie bien sûr tous ces phénomènes-là de mise en place. Appelons ça la genèse, hein, et tout ce qui va avec. Nous étudions le contexte dans lequel c'est mis en place. Puisqu'il faut parler du lithium ici, eh bien, le lithium, c'est un métal alcalin, un métal assez léger, qui se présente ici chez nous, précisément dans une chaîne orogénique qu'on appelle le Kibarien. En fait,
Sur le plan géologique, il y a des contextes différents. Il y a des contextes différents. Moi, je donne toujours l'exemple des lacs. Je dis par exemple, ça c'est le lac Tanganyika avec sa particularité. Et là, c'est le lac Moiro avec sa particularité. Vous trouvez les Mikebuka dans le lac Tanganyika, eh bien, dans le lac Moiro, vous n'allez pas trouver les Mikebuka. Alors, nous avons la minéralisation cupro-cobaltifère. C'est dans le Katangien, qui est d'âge néo-protérozoïque. Alors, le lithium, il est dans le contexte du Kibarien. Kibarien qui est d'âge paléo-protérozoïque. Donc, ce sont des contextes comme ça qui ont aussi des minéralisations spécifiques à ce contexte. Alors, le lithium, dans notre pays, nous le trouvons spécialement dans une roche qu'on appelle pegmatite. La pegmatite, c'est une roche, de par sa genèse, qui s'est mise en place en partant des profondeurs. C'est un peu comme les pailles kimberlitiques, roches basiques, tout ça. Et alors, le phénomène qui se passe là, c'est un phénomène pyrométasomatique pour la mise en place de la pegmatite. Et la pegmatite s'est mise en place dans le Kibarien à la faveur des zones de faiblesse, on va appeler failles. Et ces failles ont connu ce remplissage-là de cette pegmatite qu'on appelle dike. Dike, c'est-à-dire un remplissage de failles avec une substance qui vient de profondeur, qui les remplit tout en recoupant les formations en place. Voilà, c'est dans ce contexte-là que la pegmatite, qui est roche porteuse de lithium, s'est mise en place. Alors, pourquoi tout ce temps on n'a pas parlé du lithium? Eh bien, le lithium était là. Le lithium, ici, chez nous, on peut le trouver dans deux minéraux. Il y a le spodumène et la lépidolite. Ça, ce sont des minéraux qui portent le lithium. Ou bien Bon, je dis bien minéraux. Minéraux, d'accord. Oui, puisqu'il faut faire la différence entre minéraux et minérés. Minéraux et minérés, voilà. Oui, minéré, c'est un terme purement économique. Oui. Parce qu'un minéré, c'est ce qui doit donner un bénéfice. Après le traitement, un minéré, c'est pas absolument un minéral. Mais un minéral, c'est un élément qui compose la roche. Puisque quand je parle de la pegmatite, c'est une roche. Mais parmi ces minéraux, il y a ce qu'on appelle le spodumène et la lépidolite. Alors, parce que, évidemment, ceux qui nous suivent maintenant sont perdus, c'est normal. Oui. C'est normal, c'est une science exacte. Les termes sont consacrés. Alors, il ne faudrait pas qu'à chaque fois que vous parlez, les gens cherchent les dictionnaires. Hein? Bon, je vais vous ramener un tout petit peu à une compréhension assez simple. Je vais par comparaison, comme ça vous allez nous aider à comprendre. Nous avons appris que la malachite, c'est les minéraux de cuivre. Alors, en ce qui concerne le lithium, quel est son minerai? Il vient, enfin, je vous avais dit, hein, il vient d'où? Ou bien le lithium lui-même est un minerai qui va produire le métal. C'est quoi la différence entre les deux? En fait, le lithium n'est pas, on ne peut pas le trouver à l'état natif. Le lithium se trouve toujours à l'état combiné dans la nature. Et ici, dans notre contexte en RDC, il est dans le spodumène qu'on peut appeler minéré du lithium. Ah. Et un peu plus au sud, on le retrouve dans la lépidolite, vers Malembankulu. Alors, de la même façon que vous avez dit que la malachite est un minéré de cuivre, eh bien, les spodumènes et la lépidolite ici sont des minéraux de lithium. Mais il faut savoir, quand vous parlez de la malachite est d'abord un minéral. Et naturellement,
le minéral, il n'y a pas que le cuivre ou le cobalt, mais il y a d'autres éléments aussi. Et le contexte, il est un peu différent. Nous n'allons pas perdre nos téléspectateurs dans des considérations très scientifiques. Oui. Oui, oui. Donc, pour comprendre, nous avons deux minéraux Oui. qui contiennent le lithium. Ça signifie que pour pouvoir avoir le lithium, il faut traiter ces minéraux. Justement. Voilà. Alors, dans notre pays, vous avez dit aussi que les contextes dans lesquels s'est développée cette minéralisation remontent à des époques très, très, très lointaines. Oui. Alors, pourquoi alors, s'il avait déjà été découvert, pourquoi il n'est pas monté en succès comme aujourd'hui? Oui, merci beaucoup, c'est une très bonne question. Vous savez, la technologie évolue. Les besoins de l'homme évoluent. Il y a de cela peut-être, peut-être il y a 10 ans, ou non pas 10 ans, je dirais peut-être 25 ans, on n'utilisait pas le téléphone portable. Alors, pour les besoins de la cause, il y a les éléments qui doivent répondre à ce besoin-là. Ici, nous sommes dans le secteur du système embarqué. Le système embarqué, c'est de l'énergie qu'on doit bouger avec. Et ça, c'est très important. C'est très important puisque jusque-là, on a utilisé l'énergie fossile avec le carburant. Mais bien sûr, quand vous prenez votre véhicule, vous bougez avec votre carburant. Et le carburant, il se consomme au fur et à il se mesure. consomme. Il y a un phénomène chimique qui se passe pour que l'énergie chimique, avec le carbone, et ce qui se passe là-bas, il produit de l'énergie mécanique pour vous permettre de vous avancer. C'est ça. Alors, ici, après des recherches et tout, avec tout ce qui se passe en rapport avec la pollution et tout, on a ouvert une autre voie, c'est d'avoir de l'énergie électrique. Cette énergie doit être transformée en énergie mécanique. Alors, le lithium intervient dans la batterie, puisque je vois les gens parlent souvent des batteries électriques, mais je pense qu'il faut seulement parler des batteries. Puisque c'est déjà électrique. Alors, le lithium intervient au niveau de l'anode. Puisque la batterie a deux principales composantes. Il y a l'anode et la cathode. Alors, le lithium intervient au niveau de l'anode. Et quand vous voyez une batterie, bien sûr, il y a d'autres éléments, puisque la batterie, vous devez voir, ça doit être dans une tôle, et puis il doit y avoir des bornes, tout ça, ce sont des éléments qui interviennent dans la fabrication de la batterie. Mais bon, comme moi je dois prêcher dans mon église, moi je dois parler du lithium. Le lithium intervient au niveau de l'anode. Pourquoi? Puisque le lithium a une densité importante sur le plan de la résistivité compte tenu de sa composition. Je vous pose la même question autrement, pour que vous trouviez les moyens d'expliquer aux téléspectateurs. Évidemment, qu'est-ce que le lithium apporte vraiment que d'autres métaux n'apportent pas pour la fabrication de la batterie? Il a quel type de particularité? Vous avez déjà dit un tout petit peu réceptivité, mais ça veut dire exactement quoi en termes clairs? Donc, le lithium, de par sa nature, c'est un élément qui a cette capacité-là de recevoir notamment d'énergie et de conserver.
Dans des termes simples, c'est ça. Donc, que ce soit sur le plan, donc une densité assez importante, sur le plan massique ainsi que volumétrique. Alors, ces caractéristiques-là qui font de lithium un élément un peu spécial. Alors, les chercheurs sont allés loin, notamment à l'Université de la Californie du Sud en 2013 déjà. Ils ont fait des recherches et ils ont amélioré même la capacité de la capacité-là jusqu'à obtenir une bonne performance pour qu'on puisse faire des batteries chargeables en 10 minutes. Dans 10 minutes, vous chargez votre batterie, vous avez 100% de charge et vous avez une autonomie de 10 jours. Ah, c'est déjà opérationnel, ça. Oui, il y a même un brevet par rapport à ça. Alors, c'est ça. Donc ça, c'est compte tenu de cette capacité-là du lithium à conserver de l'énergie et de garder. Donc, monsieur le journaliste, comme vous êtes là, vous chargez votre téléphone, puisque généralement ici on parle que des batteries électriques. Non, il y a des laptops, il y a des téléphones, c'est toute une panoplie. Vous pouvez même utiliser pour les bateaux. Si vous voulez. Un moteur. Alors, oui, alors, vous avez votre téléphone, vous chargez dans 10 minutes, vous avez 100%. Et vous avez une autonomie de 10 jours. Ah, c'est un grand progrès. Oui, oui, c'est un très grand progrès pour la technologie et pour le besoin. Alors, quand on regarde maintenant la géologie du lithium, vous dites dans deux contextes différents, mais quelle est la quantité? Nous avons à peu près combien de millions de tonnes contenues? Ok. Ici, en fait, je peux d'abord positionner les occurrences de lithium. Les occurrences de lithium, on les retrouve, comme je l'avais dit dans la formation, quelque chose qu'on appelle pegmatite. Alors, dans notre pays, la pegmatite se retrouve effectivement dans la chaîne orogénique du Kibaria et spécialement dans une partie qui va de Manono jusqu'à Malembankulo, avec une extension d'environ 350 km. Pour vous donner une idée, par exemple, ceux qui ont déjà fait le Katanga, c'est comme la distance de Lubumbashi, Kolwezi. Voilà. Alors, c'est là où s'étend le gisement. Oui, c'est là où s'étend ces occurrences-là. Bien sûr, ce n'est pas de manière continue. Oui, oui. Mais à des endroits, on peut voir la ligne. Oui, oui. Comme je vous ai dit que cela s'est mis en place à la faveur de la structurale, c'est-à-dire en suivant des zones de faiblesse, ça a mis en place. Cette pegmatite-là, pour la repérer, on utilise généralement les méthodes structurales, une approche structurale pour arriver à identifier les zones de faiblesse où la pegmatite est mise en place. Les évaluations se sont faites jusque-là. Il y a eu déjà en 1951 une étude sur le lithium. Il y a eu même des tests métallurgiques qui ont été très concluants déjà à l'époque. Et la plus grande concentration, bien sûr, se retrouve au niveau des Manono Kitotolo. Et puis, il y a d'autres éléments qui suivent. Donc, il y a plusieurs projets qui doivent naître normalement autour de cette zone-là, qui présente assez de potentialités en termes de minération en lithium. Alors, la teneur jusque-là, nous sommes autour de 1,6. Le projet qui vient juste après, parce qu'après celui que nous avons maintenant au Kitotolo, qui jusque-là a été fait sur le 1/3 de ce gisement-là. Le projet, je disais, le projet qui vient juste après, c'est autour de
127 millions et de tonnes avec une teneur de 1,2. Mais le nôtre, nous sommes autour de 400 millions de tonnes avec une teneur de 1,6, 1,65. Donc, le potentiel est assez grand et le potentiel peut être augmenté. Et là, il s'agit juste d'une évaluation qui a été faite sur un tiers de l'extension de Manono Kitotolo qui a environ 13 km. Et c'est là où on a un potentiel de 400 millions de tonnes. Oui. Alors, quand même, c'est à tomber des nues, mais dites-moi un peu, selon vous, selon les géologues, par quel mécanisme, par quel phénomène naturel, 60% des réserves mondiales se retrouvent au Congo? Même si c'est vrai que c'est un scandale, mais vous avez une explication naturelle? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la Terre puisse concentrer cette mineure? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce pays ou sur cette Terre qui a fait que c'est l'effleurement ou sinon la concentration de ces gisements se retrouve en tout cas plus de la moitié ici? Il y a une explication scientifique? Bon, en fait, c'est pas un fait du hasard quand on dit que le Congo est un scandale. Le Congo est un scandale géologique par le fait d'avoir toutes ces occurrences-là au Congo. Chaque chaîne orogénique a une histoire. Comment ça s'est mis en place et tout ça. Le cuivre a son histoire, le nickel aussi a son histoire, le diamant a son histoire, le pétrole et tous les autres éléments. En fait, c'est peut-être une coïncidence et nous disons que peut-être les politiques doivent être un peu attentifs. J'ai dit toujours, il faut quand même avoir quelqu'un dans ce secteur-là pour souffler un peu à l'oreille des décideurs. Déjà, je vous dis que la géologie ici au Congo n'a pas été apportée par les colonisateurs. Les Belges ne voulaient pas que les Congolais puissent connaître ce qu'il y a dans les sous-sols. Puissent avoir la connaissance sur les sous-sols. Le projet de géologie, ça a été amené par les Français. Tiens. Voilà. Mais on a parlé quand même d'un Belge qui avait fait l'exploration, qui a découvert l'ensemble des minéraux au Katanga et partout. Celui qui a donné la fameuse expression scandale géologique. Oui, effectivement, c'est un Belge. Et puis, quand ils ont fait les recherches, ils ont pris toutes les données et les ont amenées. En Belgique, à Rennes. Voilà. Mais nous, avec la formation que nous avons eue, maintenant, nous sommes en mesure d'aller au-delà même des méthodes qu'ils ont utilisées pour détecter. Avec plusieurs approches. Par exemple, il y a par exemple l'approche structurale, je peux vous dire. Vous êtes à Lubumbashi, nous savons que Lubumbashi c'est un synclinal, vous avez des gisements du côté Lupoto, vous avez des gisements du côté Rwashi, Kalukuluku. Eh bien, ayant cette connaissance, nous savons que on peut retrouver, connaissant déjà la stratigraphie, nous sommes en mesure de faire des recherches et trouver une minéralisation en profondeur. Par exemple, le cas des Camo, c'est pas comme les gisements que les Belges ont découverts avec des affleurements. Là, nous avons affaire à des gisements aveugles. Et c'est sur base de la maîtrise de la géologie locale que nous pouvons aller jusqu'à découvrir des aveugles. Oui, on en a. D'ailleurs, celui de Camo est l'un des plus grands dans le monde. Il est dans le monde, mais on peut encore en découvrir, puisque c'est un problème d'approche. Moi, je me souviens, j'ai travaillé dans un projet de Glencore où on a eu à faire les soil sampling sans aucune anomalie et tout ça. Mais travaillant juste sur ces approches-là, nous avons découvert un grand gisement de sulfure, de cuivre cobalt. Et c'était pratiquement
Alors, évidemment, je vous ai appelé comme un expert, mais ça n'empêche pas que vous ayez quand même une vision un peu plus générale sur la marche de la société. Une des choses qui manque les plus au Congo, et d'ailleurs c'est maintenant acté, c'est le fait que le Congo, en tant que pays, n'a pas, évidemment, exploré suffisamment son territoire. Le Congo n'a pas de données géologiques fiables. Le Congo ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il a sous son sous-sol. Et d'ailleurs, pour ça, les efforts ont été menés pour mettre en place un service de géologie. Comment vous pouvez vous considérer cet handicap et comment on peut le combler? Est-ce que c'est par le manque de géologues ou bien c'est une politique de dissimulation ou comment vous expliquez le fait qu'un pays minier comme le nôtre, la première des choses que nous aurions pu mettre à l'abri, c'est la connaissance même sur les gisements, etc. et tout. Comment vous expliquez ça? En fait, cela relève de l'orientation politique. Vous connaissez que le pays a été qualifié de scandale géologique. Et je pense que, en tant que tel, on doit avoir une politique particulière. Vous savez tout ce que les projets miniers ont amené au budget de l'État et on ne peut pas prendre cette question à la légère. Dans tous les pays qui se respectent à travers le monde, ils ont un service géologique qui est stratégique, puisque pour tout investisseur qui veut venir travailler au pays, il doit savoir où s'adresser. Et là, nous saluons quand même cette décision-là de mettre finalement le service géologique en place, avec les professeurs Campata. Oui, oui. Oui. Alors, ça sera un portail d'entrée pour tous ceux qui viennent investir. Les produits, il y a une relation très forte entre nous, êtres humains, et les matières minérales. Puisque même quand vous rentrez à la maison, vous devez manger. S'il n'y a pas du sel dans votre nourriture, c'est devenu fade. Oui. Alors que le sel, c'est un produit minéral qu'on extrait. Donc, on peut décider que c'est toute une panoplie de besoins pour le bien-être. Alors dites-moi un peu, le lithium congolais, il est simplement dans les gisements ou bien on les produit déjà? Y a-t-il une société qui produit le lithium? Présentement, il n'y a pas encore de production de lithium. Il y a eu, bien sûr, une première étude, c'était en 1951, et il y a eu 5 tonnes qui ont été extraites. Donc, depuis 60 ans passés, il n'y a pas eu d'exploitation de lithium. Donc, en 51, et il s'est fait que la technologie, à l'époque, en fait, le lithium, quand on l'a trouvé, les spodumènes était considéré comme un minerai de gang. Un minerai de gang, c'est un déchet. Oui, un déchet, donc qui n'a pas d'intérêt. De valeur marchande. Oui, qui n'a pas de valeur marchande. On a mis à côté, on a stocké. Mais Dieu merci quand même, ces stocks-là existent. Donc, quand vous allez à Manono, vous allez trouver environ 13 sterling. Vous voyez comme les trucs de Gécamille à Manono, il y a environ 13 comme ça. Donc à l'époque, c'est ça que vous dites là, c'est extraordinaire. À l'époque, qu'est-ce qu'il était poursuivi comme but? C'est la production de quoi? De l'étain? C'était la production de l'étain. De l'étain. Principalement la production de l'étain. Même le coltan était mis à côté. Donc quand il trouvait la fonderie de Manono, il y avait un stock où il y avait beaucoup de coltan qu'on a mis. Donc les déchets, en fait, les coltans étaient les déchets. Oui, oui. Même le lithium était les déchets. Les déchets aussi. Que l'on laissait comme ça parce qu'il n'y avait pas d'utilité. Oui, justement. Oui. Mais c'est extraordinaire quand même. Et aujourd'hui, ces déchets sont devenus quand même des gisements. Ce sont des gisements qu'on appelle gisements artificiels et qu'on peut exploiter sans trop de charges liées à la mine. Donc, vous n'avez pas besoin de faire toutes ces charges-là. C'est quand même... Oui, alors, il y a un PER qu'on appelle
permis d'exploitation dirigé, toujours. Non? Ça, c'est parallèlement au projet dont on parle généralement ici de Datcom, mais il y a un autre projet avec plus de facilités pour l'exploitation du lithium. Alors, une dernière question. Comme d'autres minéraux, nous avons connu une ruée vers le cobalt, vers le coltan, vers l'or, vers les diamants, avec une exploitation exceptionnelle, artisanale. Est-ce que le lithium pourra faire l'objet d'une telle activité de production artisanale? À l'allure où vont les choses, je crois que nous sommes en train de tendre vers cette exploitation artisanale. Pourquoi? Puisque, bon, pas plus tard que 2 jours, il y a quelqu'un qui m'a montré un élément. Une vidéo. Oui. D'un endroit, on est en train d'exploiter les spots. On met dans les sacs, on va les revendre. Comment on faisait? On fait un peu au Katanga avec... Voilà, j'ai vu cet élément-là et je me suis dit que non, là, je vois que... Nous sommes en train d'y aller. Dans ce sens-là. En tout cas, M. Kibé, merci beaucoup de nous avoir abrévé de beaucoup de connaissances et ça rassure le pays sur 3 choses. C'est que le lithium, évidemment, est en grande quantité, dont nous n'avons pas à nous refaire au niveau des stocks. En même temps, le lithium est important parce qu'il va gérer la transition énergétique. Alors, quel est le conseil du géologue? Vous donnez à tout le monde, vous êtes géologue, vous connaissez la spécificité de la production, du contexte, de la contextualisation de ce minerai. Qu'est-ce que l'on peut dire? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à la nation concernant ce lithium, ce nouveau trésor? Oui, mon conseil, je pense que doit s'adresser plus aux décideurs. Il doit avoir une politique orientée vers l'intérêt du Congolais lambda, pour qu'il ressente qu'il est réellement au Congo et qu'il ne puisse pas, comment je dirais, qu'il ne puisse pas être plus scandalisé que ce scandale-là. Donc, en bref, nous pouvons mettre fin à cet adjectif de scandale. Nous pouvons mettre une croix sur le scandale et vivre réellement ce que l'Éternel Dieu a mis dans notre corps. Ça doit se ressentir. Merci beaucoup. Merci de votre conseil. J'espère que les oreilles attitrées l'ont capté. Quant à nous, nous sommes très contents d'avoir été avec un expert et il faut toujours rappeler les experts pour nous fixer les idées et cesser de répandre des rumeurs, des fake news et des choses qui sont totalement incorrectes comme étant, j'ai entendu des gens parler que les lithium était contagieux, qu'il était radioactif. On parle beaucoup, mais je ne veux pas rentrer dans tout cela. La prochaine fois quand vous viendrez à Kinshasa, venez nous voir encore pour que nous puissions reparler du lithium. Cette fois-ci, nous allons, j'espère, parler de sa production et pourquoi pas, et surtout voir comment le pays va s'insérer dans ces défis des batteries électriques, pour l'expression consacrée, mais en tout cas de batteries. Mesdames et messieurs, merci et avec beaucoup de bonheur, j'ai été à la présentation de cette émission. Je salue aussi toute l'équipe qui m'a accompagné et je sais que, comme on l'a dit aujourd'hui, nous allons transporter l'énergie pour vous revoir une autre fois. Au revoir, à la prochaine.